Il y a beaucoup de demandes aujourd'hui autour de la data, sauf que ça coûte de plus en plus cher aux entreprises. Les data ne sont pas forcément bien documentées, bien recensées dans ces organisations-là. Ils sentent qu'ils perdent la maîtrise de ce qu'ils font. Avant de mettre en place plutôt un data catalogue, on parle beaucoup en fait d'organisation. Le retour d'expérience, c'est que ça ne servira à rien de mettre en place une plateforme s'il n'y a pas un cadre pour l'utiliser. On commence par organisation, après on met en place les préceptes de la plateforme, les règles, les patterns, la configuration. Et ensuite, on commence l'implémentation des cas d'usage. Le plus gros challenge, c'est vraiment la partie usage. Si on n'a pas déterminé l'usage, ça sert à rien. Aujourd'hui, je reçois Rachid qui est expert data governance et plus spécifiquement sur la mise en place des data catalogues. Il a d'ailleurs monté un cabinet de conseil spécialisé sur la gouvernance et la qualité des données, Layer Data. Il travaille aujourd'hui avec les plus grandes multinationales telles que LVMH, Thales, Coca-Cola ou encore EDF. Aujourd'hui, il va nous faire une masterclass sur la mise en place d'un data catalogue. Hello Rachid, ça va? Ça va, Robin. Merci beaucoup de me recevoir et c'est un plaisir d'être avec toi sur cette antenne. Bah écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Cet épisode est rendu possible par Layer Data. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment toi tu t'es retrouvé à te spécialiser sur le sujet, à monter un cabinet de conseil dédié à la data gouvernance et à l'implémentation de data catalogue? L'histoire, elle est assez classique. En fait, je travaille beaucoup, moi, sur les sujets de gouvernance depuis plusieurs années, plutôt focus sur les problématiques référentielles. Et on avait déjà, en fait, cet aspect encadrement, gestion, certification de la donnée qui s'est posé. Ensuite, il y a eu, depuis l'avènement de la RGPD, beaucoup de réglementations qui se sont abattues sur les entreprises, les organisations, où il fallait montrer une maîtrise du cycle de vie de la donnée. Donc, ce sujet, en fait, il a été amené par plusieurs canaux, réglementaires, marché. Et du coup, à l'aube de l'année 2020, lorsque j'ai lancé Layer Data à l'époque, mon focus a été d'avoir un domaine spécifique où il manquait en fait des méthodes, il manquait des convictions que j'ai amenées de par mes expériences autour de la référentiel. Et petit à petit, on les a travaillées avec des partenaires technologiques et depuis, on est sorti avec une méthode, des convictions, Layer Data, qui aujourd'hui, tu as cité quelques références, on peut y ajouter en fait Adecco, on peut y ajouter la banque Rothschild, on peut y ajouter énormément de clients dans la défense également avec qui on travaille. On est en train de s'internationaliser chez Layer Data parce que c'est une problématique mondiale et c'est quelque chose vraiment d'extrêmement demandé aujourd'hui. J'ai vu effectivement que vous bossiez déjà avec énormément d'acteurs. On peut rentrer un peu plus dans le sujet. En général, pourquoi les entreprises mettent en place un data catalogue? Tu peux nous rappeler dans quel contexte et aussi pourquoi c'est important? Hier encore, je parlais avec l'un de nos prospects dans le luxe qui me parlait de sa problématique de non-maîtrise du système d'information. Il y a beaucoup de demandes aujourd'hui autour de la data, ça n'a jamais été quelque part Prolifique. foisonnant, sauf que ça coûte de plus en plus cher aux entreprises à la fois de les mettre en œuvre, parce que tout simplement les data ne sont pas forcément bien documentées, bien recensées dans ces organisations-là, et surtout le fait qu'on démultiplie les projets pour des usages qui sont plus ou moins les mêmes dans l'enjeu et dans l'objectif, ça fait qu'en fait, ils sentent qu'ils perdent la maîtrise de ce qu'ils font. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Donc c'est le premier driver, c'est gagner en maîtrise par rapport au projet. Un ROI qui est totalement évident, c'est le fait d'accélérer le time to market d'un projet. Je vais plus vite si je détecte plus facilement mes données, si je les ressource plus facilement, si je mets d'accord toute une panoplie d'experts et de référents rapidement autour de cette donnée par l'entremise des plateformes technologiques dont on va parler ensemble. Tout ça amène en fait aujourd'hui à un besoin croissant dans ces organisations de mettre en œuvre la gouvernance. J'ai commencé à parler de valeur d'abord. Il y a également l'aspect conformité et réglementaire qui pousse beaucoup, que ce soit data governance, actes ou des réglementations de ce genre-là qui sont plutôt européennes. Mais nous, aujourd'hui, on essaie de développer une empreinte plutôt mondiale. Il y a des réglementations sur la gestion des données personnelles, gestion des données en général à travers le monde, qui c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui notre activité s'appuie beaucoup. Rentrons encore plus dans le vif du sujet. L'objectif aujourd'hui, c'est que tu nous fasses une masterclass, comme on a dit en intro, sur la mise en place d'un data catalogue. Quelles sont déjà les grandes étapes à avoir en tête lorsque tu mets en place un data catalogue? Avant de mettre en place plutôt un data catalogue, on parle beaucoup en fait d'organisation. Le retour d'expérience et les convictions qu'on a, c'est que ça ne servira à rien de mettre en place une plateforme s'il n'y a pas un cadre pour l'utiliser. Et il se trouve que quasiment 100%, peut-être un peu moins, des clients avec qui on travaille sont à leur première initiative. Ça veut dire que si jamais tu mets en place une plateforme et que tu n'as pas de cadre pour la faire vivre, pour l'animer, pour la constituer de manière pérenne, c'est pas la peine forcément de lancer une initiative à ce stade. Donc on commence toujours par mettre en place une organisation, des rôles, des process les plus simples possibles. Notre référentiel reste aujourd'hui le DAMA,
Tamaboc, qui est le référentiel un petit peu donc De la aujourd'hui data reconnu gouvernance. reconnu Ok. sur le marché de data management en général. On s'appuie dessus, mais sans trop en faire aussi. On fait vraiment des choses, des recommandations plutôt adaptées au contexte du client. Donc on commence vraiment par cette phase construction, organisation. Une fois que cette phase-là est bien intégrée par le client, on commence à parler du comment. C'est-à-dire qu'il y a le pourquoi, il y a dans quel cadre, et il y a le comment et avec quoi je le fais. Et là-dessus, on commence toujours, on dit, bah, en fait, est-ce qu'il y a déjà de l'existant? Parce qu'il y a toujours, en fait, chez les clients, chez qui on intervient, un existant. Personne n'a attendu 2025 pour mettre en œuvre donc un glossaire d'entreprise ou un dictionnaire ou un semblant de documentation sur la data. Ça a toujours été fait, sauf que ça a été fait de manière très silotée, pas structurée, pas managée de manière centralisée. Donc, la plateforme en général, et là pour le coup, on va parler plutôt de ce sujet, ça amène à une convergence de cette connaissance autour de la data pour aller plus vite dans un cadre bien précis. Donc, on commence par l'organisation. Après, on met en place les préceptes de la plateforme, les règles, les patterns, la configuration. Et ensuite, on commence l'implémentation des cas d'usage sur les plateformes de gouvernance de données. Et donc, ce cycle-là est très, très important. Et on termine par plutôt, pas forcément du change management, mais plutôt vraiment de l'intégration de cette fonction au sein des organisations. Très classiquement, quand on met en place une nouvelle brique qui n'existait pas, bah, il faut onboarder les gens, il faut les former, il faut leur expliquer l'utilité. Et sur ce sujet qu'on est aujourd'hui le plus challengé par nos clients, c'est sur ça qu'on amène aujourd'hui de nouveaux usages. On va parler peut-être tout à l'heure autour de l'IA, etc. Ça va être intéressant qu'on reprenne peut-être quelques éléments Oui, pour creuser bien sûr. sur ceux qu'on trouve les plus intéressants, les plus importants. Donc, je pense qu'il y a un petit passage qui est intéressant, c'est de comprendre un peu comment tu passes de ton existant, effectivement, où tu as peut-être fait ça, entre guillemets, sur un coin de table, j'exagère, mais Ou voilà, plusieurs personnes l'ont fait en voilà, fait, où parce qu'il y a c'est tout un legacy, siloté. il y a tout un legacy, un héritage là-dessus. Donc là, l'idée, ça va être de choisir une plateforme peut-être commune. En général, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va faire un benchmark. On en parlait lorsqu'on s'est appelé. Il y a énormément de solutions sur le marché. Pour quelqu'un qui n'est pas expert, ça peut être un peu compliqué de s'y retrouver. Tu peux nous parler peut-être de comment cette phase se passe? Comment tu constitues ton benchmark? Quels sont les critères que tu vas regarder en tant qu'entreprise pour choisir la bonne technologie pour accélérer sur ce sujet? Aujourd'hui, très clairement, le marché est en train de se consolider. Il fut un moment quand on a commencé avec l'Air Data en 2020, il y avait énormément d'acteurs. C'est en train de se consolider et il y a aujourd'hui un trio de têtes, si je puis dire, qui se dessine en tout cas sur le marché de ce côté-ci de l'Europe. Aux US, tu as beaucoup de présence d'acteurs comme Alation et Colibra. Tu as Data Galaxy qui se lance aussi sur ce marché-là. Et donc, ça marche plutôt bien pour les 3 acteurs sur ce segment-là. Et il y a un découpage aujourd'hui structuré autour de: je propose une offre pure player, c'est notamment le cas d'un Zinea ou d'un Data Galaxy, et pour certains clients, ça suffit largement. On a d'autres providers tels que nos partenaires aussi de Colibra et d'Informatica qui proposent, et aussi Atacama, qui proposent des plateformes plutôt intégrées. Donc on fait de la gouvernance, mais il se trouve aussi que c'est les mêmes personnes qui sont en charge de la qualité de données, c'est des sujets qui sont très connexes, pas forcément parallèles, de manière plutôt séquentielle, mais ils sont très connexes. Donc ce type de Oh, plateforme également est plébiscité plutôt pour les grands projets de grandes entreprises qui veulent se lancer dans une stratégie globale data management. On a également des plateformes open source telles que de l'open metadata, mais donc Data Hub, qui sont les plus en vue aujourd'hui et avec lesquelles aujourd'hui les Air Data travaillent de plus en plus avec des organisations publiques. Donc on déploie très facilement ce type de solutions, on les intègre dans des contextes clients et c'est des choses qui sont de plus en plus demandées. Et on a aussi certains acteurs en fait de l'architecture d'entreprise qui se posent des questions, qui veulent s'orienter vers ce type d'usage parce que tout simplement ça ouvre un accès à la data beaucoup plus large dans leur panel d'utilisateurs. Je parle des mégas, je parle des solutions d'architecture d'entreprise qui sont connues sur le marché, telles que Modelio également, avec qui on collabore également sur ce type d'usage. donc c'est intéressant en fait de voir que il y a pas une reco d'une solution qui va marcher dans tous les contextes. En fait, c'est vraiment pour chaque entreprise, en fonction peut-être déjà de son contexte business, Et de mais sa peut-être aussi de taille, ses de sa convictions, taille, de ouais, sa taille. de sa taille, ouais. Elle va peut-être préférer le best of breed, la solution très spécialisée, ou elle va peut-être préférer justement la solution plus intégrée. Oui. Elle va peut-être préférer l'open source. Et donc en fait, il faut faire cette étude au moment où on lance le projet pour savoir quelle est la meilleure chaussure à son pied, quoi. Bah oui, en fonction de la personne, en fait, et plutôt de l'organisation du service aussi qui s'occupe de ce sujet. Il y a plus ou moins de visu sur l'ensemble du panel de fonctionnalités et également un élément très, très important, c'est le niveau de maturité, tout simplement. Je choisis une solution simple d'usage, plutôt user-friendly quand j'intègre le sujet. Je choisis des solutions beaucoup plus intégrées techniquement et cetera, beaucoup plus
riche en fonctionnalités lorsque je suis plutôt un acteur du CAC 40, des grands groupes. Voilà, il y a quelque chose qui C'est se intéressant. passe aujourd'hui sur le marché, c'est vraiment plutôt un constat plutôt qu'une recommandation à ce stade parce que vraiment, c'est du, quasiment cas par cas. Aujourd'hui, vous pouvez trouver 2 acteurs du même domaine, de l'énergie, des télécoms qui vont choisir avec le même benchmark 2 acteurs différents parce qu'il y a une sensibilité aussi, qui est importante. Il y a aussi, voilà, tu es passé par là, donc il y a toutes ces dimensions-là aussi. Mmh. La promotion, parce que nous, quelque part, on est intégrateur de solutions. Le client est toujours libre de choisir les solutions qu'il souhaite. Nous, on lui amène, heu, donc nos Les convictions, éclairages. nos retours d'expérience, notre éclairage, mais après, c'est toujours le client qui valide en dernier recours, c'est normal. Et du coup, souvent, la phase suivante, ça va être, une phase, d'implémentation. Sur un premier périmètre, on va souvent parler de POC, de prototype, un peu Exact. peu importe le Sujet terme. pilote. Ouais, c'est ça, projet pilote. Comment, ça se passe le projet pilote? Est-ce qu'ici aussi, il y a des choses à avoir en tête sur comment Mmh. bien le délimiter, C'est ça. comment, pas partir trop vite, pas partir sur le mauvais projet? On a appris également c'est ça que ça sert franchement les retours d'expérience et les erreurs aussi qu'on a commises, parce qu'on en commet tous, dans le cadre des projets et la conviction, c'est celle-là. On ne peut pas intégrer une solution technologique de ce type si on n'a pas expliqué l'approche, si on n'a pas formé au moins les premiers utilisateurs en amont. C'est-à-dire qu'on passe du temps à former, à présenter. Il y en a qui attendent à ce que ça révolutionne, l'approche, autour de la data. Il y en a qui attendent ça plutôt comme une marketplace pour accéder plus facilement à de la data. Plusieurs vraiment objectifs. On remet sur la table les usages possibles et on s'aligne au point de vue de la compréhension. Donc formation. Ensuite, on commence à travailler avec l'ensemble des équipes d'un périmètre pilote. Généralement, on demande plutôt un périmètre business avec une mobilisation d'un sachant, métier, côté finance, côté RH. Ça dépend vraiment du domaine et de la motivation des personnes. Là-dessus, on travaille beaucoup avec l'IT parce que ce type de solutions, ce qu'elles apportent, c'est l'intégration au système d'information. Et ça, donc, on travaille avec les équipes techniques. Donc, seconde phase, on paramètre, on documente les process de mise en œuvre sur cette plateforme. On choisit le modèle hiérarchique qu'on va appliquer, les composants, les modules. Il y a beaucoup de choses à s'approprier au fur et à mesure. Et ça, c'est pas facile. Et ça, on le fait vraiment pas à pas pour ne pas, quelque part, brouiller la conception du projet pour que les clients puissent toujours suivre ce qui se passe au sein de son projet et qu'il soit vraiment en co-construction avec nos équipes. Et ensuite, sur la dernière phase, on commence la partie de déploiement. Tout ce projet-là, il est fait en mode agile, plutôt des cycles courts de 3 à 4 mois maximum, y compris pour des grands groupes. Et derrière, on est le premier acteur aujourd'hui de ce domaine à avoir mis en place un centre de service, comme on l'a toujours fait sur d'autres domaines. Nous, on l'a déployé sur la gouvernance data. Et on travaille également sur le pilotage de cette activité en mettant en place des dashboards, du reporting. Tu es un grand décideur, tu veux voir ce qu'on est en train de faire sur la gouvernance, c'est beaucoup plus simple de mettre à disposition un dashboard qui te permettra de suivre ce qui est fait. OK. Donc si je récapitule, donc sur la partie pilote dont on a parlé, en fait, là, tu vas recréer, un peu toute la chaîne des fonctionnalités que tu dois déployer sur un data catalogue ou des use cases, comme on peut les appeler parfois. Exact. Donc, en fait, tu vas faire sur, un premier périmètre business de manière itérative, comme tu l'as dit, en t'entourant d'un sachant et cetera. Par exemple, le glossaire, le dictionnaire, le lineage, enfin, tu vas vraiment aller, finalement tout faire. Exact, tous les composants OK. importants, ouais. Et ensuite, dans un deuxième temps, tu vas avoir cet aspect, hybride, en tout cas, que vous proposez avec le centre de service où, je suppose que le déploiement continue après à l'échelle, parce qu'on Exactement, on passe l'itération. finalement sur la phase un peu d'industrialisation, donc on va augmenter les périmètres, rajouter plus de périmètres et cetera, plus de départements et cetera. Et en parallèle, on va ajouter des briques, de services, comme tu dis, de monitoring pour piloter en fait le bon déploiement, et ça va être, peut-être la métrique la plus simple dont on peut parler, c'est, l'adoption. Par exemple, tu vas piloter que, l'outil est bien utilisé par les équipes business et tu vas essayer Exactement. d'aller, monitorer, mesurer la valeur. OK. Pour conclure sur cet aspect, pilote, un peu phase de lancement, comment ça se passe en termes d'organisation? Donc tu as parlé effectivement, d'un sachant, tu as parlé au début de l'importance d'avoir une organisation en place, presque en amont de la formation. Mais tu peux nous dessiner un peu à quoi ça ressemble, peut-être pendant cette phase de pilote et puis comment ça évolue derrière sur la phase d'industrialisation? Mais je suppose qu'après ça devient vraiment au cas par cas. Dans le cadre de la mise en place d'un pilote, côté client, on propose plutôt une équipe assez resserrée pour train the trainers. Mmh. Voilà, comme ça qu'on l'appelle en anglais, mais c'est former les formateurs. C'est la seule manière aujourd'hui de scaler rapidement. C'est-à-dire qu'on forme le premier niveau, c'est l'équipe projet, avec un référent business, donc ce qu'on appelle communément data owner, data steward, en fonction vraiment de beaucoup de contextes, beaucoup de paramètres dans les entreprises, hein. Voilà, franchement, il y a la littérature, il y a la bonne pratique, et il y a la réalité, ce qui peut être fait chez les clients. On est quelque part entre les deux, pour essayer de faire, voilà, converger les deux.
Donc on a ce type de spécialistes plutôt côté business qui doivent porter la connaissance du modèle qui aura été mis en place et des usages autorisés pour ce type de plateforme. Il nous est arrivé en fait d'avoir affaire à des clients qui avaient un mésusage en fait de la plateforme. Utiliser un catalogue de données pour tout et n'importe quoi, c'est pas forcément le scénario privilégié, c'est le meilleur moyen de démotiver l'organisation autour de sa construction. C'est extrêmement important de fixer les usages. Avoir donc un référent business ou deux impliqué dès le départ, chef de projet de bout en bout sur l'initiative, et également important représentant donc de l'IT et du technique en charge de l'intégration technique parce que c'est une initiative qui est généralement nouvelle et première dans la plupart des organisations. Du coup, quand je vais voir, moi, ou dans le cadre des activités de notre équipe, va voir des responsables côté ERP pour leur dire, voilà, on a besoin de connecter notre catalogue à un ERP, mais à quoi? Dans quel cadre? Avec quelle sécurisation? Avec quelles autorisations? Il n'existe pas en fait de modèle dans tout ça. Tout est à construire. Et du coup, c'est un cycle qui peut être très long si on n'a pas les automatismes, si on n'a pas la méthode. Et c'est ce cycle-là, resserré du projet, qu'on met en œuvre chez les clients. Si on prend un peu de hauteur, quels sont, tu dirais, les plus gros challenges lorsque tu mets en place un data catalogue? En Oui. tout cas, que vous avez pu observer justement au fur et à mesure de ces, Ouais. de ces missions. Le plus gros challenge, c'est vraiment la partie usage. Si on n'a pas déterminé l'usage préalablement, ça sert à rien. En fait, ça dessert l'enjeu. Ça dessert aussi les plateformes et ça dessert également l'intégrateur. Et aujourd'hui, avec notre maturité, on arrive vraiment à dire ça les yeux dans les yeux à un client. En fait, tu n'es pas prêt. On ne le fait pas maintenant. Plutôt travaille sur l'aspect acculturation, formation, construis ton propre référentiel de connaissance de la donnée et ensuite, petit à petit, tu vas arriver à un blocage qui est l'industrialisation de ce que tu es en train de faire. Quand tu collectes de la documentation sur la data côté IT, côté métier et que tu commences à travailler sur un Excel qu'il faut faire correspondre avec des macros, etc., c'est là que tu peux appeler à l'aide en fait. Il y a l'usage d'abord et ensuite la plateforme vient répondre à une nécessité et c'est là que ça marche. C'est super intéressant. Donc presque l'existant dont on parlait au début, c'est presque un prérequis. C'est-à-dire en fait d'avoir une forme de maturité dans la data, dans le sens où en fait il y a déjà des projets data qui ont nécessité de documenter. Tu as été obligé de créer un existant sur cet aspect référencement des données, compréhension, etc. Il faut que ce soit déjà là, parce qu'en fait, si tu n'as pas encore mis cet effort et que tu essayes tout de suite de mettre en place une technologie, tu vas mettre trop de temps à faire de ce projet un succès parce que tu n'as pas encore les assets sur cet aspect, finalement, cataloguing des données, etc. Et c'est vrai que pour le coup, moi, pour avoir eu des retours d'expérience sur ces projets, j'ai l'impression que si tu vas trop vite et que tu te rates, tu peux perdre vite 5 ans. Parce que comme c'est des projets où c'est difficile de construire de la confiance, Ah, tu peux pas si revenir en dessus plus tout de suite, hein. Ouais, c'est ça. C'est très compliqué, hein. Une fois qu'il y a eu un échec, ça communique très vite, hein, dans les grandes organisations et nous, tous nos retours d'expérience, il est auprès d'ETI et de grandes entreprises, donc du CAC 40. Une fois qu'un projet a échoué sur un segment qui est nouveau, là, on est reparti pour plusieurs années, de doute et de non-adhésion des acteurs concernés, à ce type d'initiative. Donc très important de commencer proprement, ne pas aller trop vite et surtout bien se faire accompagner par des gens qui maîtrisent. Je suis passé très vite sur cet aspect-là au départ. Pourquoi vous avez décidé de vous spécialiser spécifiquement sur la data Oui. gouvernance un peu plus globalement chez Layer Data? De plus en plus de nos partenaires me disent, en fait, un cabinet spécialisé gouvernance de données qui a une empreinte de cette taille-là sur ce marché-là, et pas qu'en France, ça n'existait pas forcément avant. Il y a beaucoup d'acteurs généralistes qui font de leurs propres services en charge de ça. C'est totalement classique. Il y a beaucoup de freelance également qui vendent leurs services aussi dans ce cadre-là. Mais une organisation qui arrive avec un dispositif, une construction, une méthode totalement structurée, ça n'existait pas. Et donc c'est ça qui nous a motivés en 2020 pour créer cette entreprise et pour la développer dans ce cadre-là. En tout cas, moi, je vois tout de suite la valeur. J'aime beaucoup les acteurs qui sont spécialisés sur un sujet en plus qui reste relativement ponctuel chez les clients. En tout cas, aujourd'hui, qui jusque-là l'était, dans le sens où, comme tu le disais, même sur des gros acteurs, souvent, c'est leur première initiative. Enfin, la différence entre travailler avec un acteur qui a derrière lui, je dis n'importe quoi, peut-être 50 ou 100 retours d'expérience spécifiquement sur ce sujet. Exact. C'est game changer par rapport à travailler avec un acteur plus généraliste qui, du coup, va en avoir que 5. Parce que sur des sujets aussi complexes, en fait, c'est vraiment, comme tu dis, en se prenant les pieds dans le tapis que tu finis par avoir une méthode hyper éprouvée, qui est carrée et qui marche. Et au final, on revient à la quintessence en fait, de notre métier, ce qu'on appelle le conseil en général et l'orientation. En fait, en arrivant avec un postulat, en arrivant avec des convictions, en arrivant avec une méthode, on peut faire gagner énormément de temps à un client, plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, en faisant le bon choix.
C'est clair. Et d'ailleurs, comment ça se passe s'il y a des membres de l'audience qui veulent, brainstormer sur la data Moi, gouvernance, je compte sur toi, Robin, pour mettre, en lien donc, nos adresses mail et notre page LinkedIn, là-dessus. Ils peuvent, nous appeler pour des demandes d'informations, pour quoi voilà, Excellent. toute question, tout sujet, avec grand plaisir. Bien sûr, je mettrai ça en description. Petite question, d'ouverture, compliqué de ne pas parler des IA Bien génératives, sûr. en ce moment, sur le marché. Quel a été l'impact des IA génératives sur les data catalogues et puis peut-être aussi sur l'activité data gouvernance, plus globalement? Côté technologie, hein, il y a certains acteurs qui se positionnent là-dessus en disant: «Bah, en fait, on met en place des chatbots, pour aider quelque part à trouver plus facilement l'information». Il y a cet axe-là qui se développe, hein, en cours, et il y a nous aussi, on arrive avec une offre, qu'on est en train de constituer avec un acteur de l'IA générative, donc plutôt une boîte, qui construit des LLM extrêmement puissants. Donc on fera une annonce dans quelques semaines à ce propos, et en fait, on arrive, nous, avec une méthode de bout en bout. C'est-à-dire que d'un côté, on a un référentiel de connaissances, que sont les catalogues qu'on construit chez les clients, et il arrive en fait dans certaines organisations, on nous dit: «Bah, en fait, on n'a pas suffisamment d'informations, c'est pas assez riche, on s'appuie pas assez sur, par exemple, des anthologies business, qui sont développées sur le marché». C'est quelque chose vraiment de très prégnant, et en fait, on ne trouve pas de lien entre toutes ces informations. Donc nous, ce qu'on amène avec ce partenaire technologique, c'est une intégration entre une approche, catalogue et gouvernance classique, et tout un tas de référentiels extérieurs. Par exemple, on s'appuie sur, ce qui existe comme j'ai dit, sur les ontologies. On alimente, nos modèles LLM qu'on est en train de constituer avec notre équipe. On travaille également avec l'ensemble de la documentation d'une organisation, des référentiels tels que les confluences, et cetera, d'entreprises, où beaucoup d'informations sur la data sont éparpillés dans le système d'information. Cet algorithme va permettre d'ingérer l'ensemble de ces informations et derrière de faire des recommandations. C'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la question-réponse, beaucoup. Là, on va arriver à un modèle où on va aller beaucoup plus en avant en disant: «Bah, c'est de la recommandation». Je tombe sur un enregistrement, par exemple, un concept dans mon organisation qui est mal défini, et ben, en demandant à l'IA générative qui sera intégrée, bah, en fait, j'aurai des propositions appuyées sur tel référentiel externe, interne, qui vont pouvoir m'aider à alimenter mon propre catalogue avec ces informations-là. Beaucoup sur le volet fonctionnel, hein, là vraiment il y a une vraie problématique là-dessus, et on a également l'analyse côté technique. Aujourd'hui, l'IA générative classique, on l'alimente avec des données. Bah, nous, en fait, la petite différence, c'est que nous, on va l'alimenter avec de la métadonnée, et derrière, le but, c'est qu'elle nous recommande, en fait, certains lignages qui n'étaient pas visibles nativement ou qu'on n'est pas capable de documenter, et donc il y a 2 aspects. L'IA générative, elle nous aide à parfaire notre référentiel de connaissances métiers, et elle nous aide également à documenter le système d'information et la circulation de la métadonnée, les liens qui peuvent exister entre ces métadonnées. C'est extrêmement important, c'est l'un de nos projets phares pour 2025. Il y a une publication qui est arrivée, incessamment sous peu là-dessus. Je vais suivre ça de près, sur les réseaux. Écoute, Rachid, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Ce qu'on offre, par exemple, à nouveaux arrivants chez Lear Data, c'est tous les livres d'Olé Olsen-Bagneux, par exemple, qui a bien structuré la démarche aujourd'hui de catalogage, et cetera. Également, on accompagne nos collaborateurs sur la certification auprès de DAMA, donc le DMCP. Et également, on travaille sur, de la documentation, des podcasts tels que ceux de Philippe Neubourg, qui est spécialiste sur ce sujet. Il nous arrive aussi de recruter plutôt des enseignants, des profils chercheurs, enseignants, et cetera, qui ont cette empreinte-là, cette fibre-là, autour de la formation, et c'est un autre axe qu'on va développer dans les prochains mois autour de la formation. Il y aura également un aspect, bien sûr, blog qui sera développé sur notre site dans les prochains mois pour, quelque part, donner, une fenêtre d'accès à toute cette connaissance-là au public aussi, puisqu'on doit former, on doit construire notre marché, et on ambitionne d'avoir une empreinte là-dessus. Et enfin, qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Alors ce qui m'a fait le plus progresser, c'est vraiment de prendre vraiment des risques, sur certains projets. Et ça m'a permis derrière, en fait, vraiment d'avoir quelque part cette conviction, autour des démarches nécessaires à mettre en œuvre. Et ça, je recommande à tout le monde, vraiment d'aller au-delà de l'avant, de suivre ses intuitions, voilà, de prendre, des risques. C'est le seul moyen aujourd'hui de progresser et d'avancer. Bah, écoute, Rachid, on va finir là-dessus. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, nous partager, ton expérience, nous faire cette masterclass sur la mise en place d'un data catalogue sur le podcast. J'en profite pour demander à l'audience de nous dire ce qu'ils ont pensé de cet épisode. Mettez-nous un petit commentaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, YouTube, Spotify, et cetera. Profitez-en pour vous abonner.
Venez nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode aussi sur les posts LinkedIn qu'on fera avec Rachid pour diffuser l'épisode. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Rachid. Merci Robin. Salut. Grosse news, DataGen a lancé un bootcamp en Analytics Engineering en collaboration avec DataBird. Le besoin en Analytics Engineering a explosé. J'observe cette tendance au quotidien dans mes échanges avec les leaders data. On a décidé avec DataBird d'unir nos forces pour créer le premier bootcamp spécialisé sur le sujet. Le bootcamp est à destination de profils déjà data analyst ou scientist, sera à temps partiel pendant 6 semaines et finançable via CPF. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, 2 options. Je vous mets le lien pour découvrir le programme détaillé en description. Sinon, vous pouvez écouter l'épisode 151 qu'on a enregistré avec le cofondateur de DataBird, dans lequel on explique plus en détail la tendance de l'Analytics Engineering et le programme du bootcamp.